Un autre exemple de microstructure cassante, c'est les fentes de tension. Les fentes de tension. Ces fentes de tension, c'est tout simplement des fissures. Des fissures en forme de fente, comme vous voyez ici. Regardez ici, les fentes, des ouvertures. Une ici et une autre ici. Qui se sont produites dans les roches compétentes par des contraintes. Il indique toujours une extension de la matière. Ouverture, regardez ici, on a ouvert, on a créé un vide ici, sous forme de fente. Alors, cette fente-là présente des bordures qu'on appelle des épentes de la fente. Généralement, les fentes sont remplies par des minéraux suite à une cristallisation minérale, en général sous forme fibreuse, forme de fibres perpendiculaires aux épentes de la fente. Les bords, bien sûr, sont écartés dans la partie centrale et sont fermés ou bien sont jointifs dans les extrémités, si vous voulez, de la fente. Dans les extrémités, si vous voulez. D'ailleurs, on parle donc de fente, une fente. Donc, le centre, il est ouvert, mais les extrémités sont fermées. C'est comme des lentilles, si vous voulez. On peut parler également de petites lentilles, mais ici, c'est des vides. Des vides, hein. C'est vide. Si c'est en 3 dimensions, regardez la fente en 3 dimensions, comment il se présente. Ici, c'est en coupe. Ces fentes-là, peuvent être béantes, c'est-à-dire vides, les ouvertures vides sans remplissage minéral, mais elles peuvent être remplies par des minéraux tels que la calcite et la silice, par exemple. C'est comme les failles également, les failles. Les discontinuités en général. Les discontinuités en général sur le terrain, elles peuvent être béantes, c'est-à-dire vides, ou bien elles peuvent être remplies par des minéraux. C'est-à-dire suite à la cristallisation des minéraux, en général la calcite et la silice. Au niveau des fentes, ces cristallisations se font généralement d'une façon perpendiculaire, sous forme de fibres. Cristallisation minérale fibreuse, perpendiculaire au bord ou bien aux épaules de la fente. Voilà donc ce qu'on appelle les fentes de tension. Les fentes de tension, c'est des microstructures associées, si vous voulez, à la tectonique cassante. Les minéraux qui peuvent remplir les failles, c'est-à-dire la calcite, le quartz, parfois les épisodes, mais en général, la calcite et le quartz. Voici une photo de fond de tension rectiligne. Regardez ici, c'est une photo de terrain. Vous avez ici les fentes. Vous avez une fente ici, vous avez une autre ici, vous avez une partie d'une autre fente ici, etc. Ici, il s'agit de fentes de tension rectiligne avec un remplissage calcite ou bien silice sous forme fibreuse. Donc la partie centrale ouverte, ouverture maximale de la fente ici, et fermeture au niveau des extrémités. Extrémité ici, une autre extrémité plus en bas. La même chose ici, fermeture ici, l'ouverture maximale ici au niveau de la partie centrale. Ici, vous avez des fentes rectilignes, pas de problème. Mais on peut avoir des fentes, ce qu'on appelle des fentes en échelon, sigmoïdales. On peut avoir des fentes, vous imaginez des fentes sigmoïdales, c'est-à-dire sous forme de S. Un ensemble de fentes parallèles sous forme de S. Forme de S, c'est ce qu'on appelle les fentes en échelon. Les fentes en échelon sigmoïdal, c'est un ensemble de fentes sous forme de S, plus ou moins parallèles. Ici, ce n'est pas un très bon exemple, mais on peut considérer ces fentes comme des fentes sigmoïdales. Ici, les fentes sont béantes, elles ne sont pas remplies. On voit que les fentes sont ouvertes, ne sont pas remplies par les minéraux de cristallisation. Voilà donc ce qu'on appelle les fentes de tension en échelon, ou bien sigmoïdales, les fentes de tension sigmoïdales. Alors, revenons sur ces fentes rectilignes pour voir un petit peu le champ de contrainte au niveau donc du fond de tension et le champ de déformation. Alors, pour ouvrir
pour ouvrir le vide ici sous forme de fente, automatiquement, il faut exercer une contrainte ici verticale, comme ça. C'est-à-dire l'axe parallèle à l'axe de raccourcissement, sigma 1, contrainte maximale, ici verticale. Alors, les minéraux de remplissage se disposent en général perpendiculaires aux éponges, ça on l'a déjà dit. Les voilà, donc ici je mets en rouge les minéraux donc de remplissage fibreux, perpendiculaires aux éponges. Ces minéraux fibreux, donc il indique la direction de l'extension de la matière, axe X, l'axe X, c'est-à-dire l'axe d'étirement, bien d'allongement, c'est-à-dire si on veut parler contrainte, c'est l'axe, si vous voulez, sigma 3, la contrainte sigma 3, ce que vous avez ici. Sigma 3 horizontal et sigma 1 vertical, ici. Le corps de la fente est parallèle à la direction du raccourcissement Z, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le corps, ce corps-là, la fente est parallèle à la direction du raccourcissement Z, c'est-à-dire parallèle à la contrainte maximale, c'est-à-dire à la direction de la contrainte maximale sigma 1. Et bien sûr, sigma 2 va être également horizontal. Là, donc sigma 1, sigma 3. Dans le cas de cette fente. Une fois donc on établit le champ de contrainte, on peut également faire sortir le champ de déformation. Donc, l'axe d'étirement parallèle à sigma 3, donc il va être horizontal, et l'axe de raccourcissement Z va être vertical, parallèle à la direction de sigma 1. Puis l'axe sur les Y va être parallèle à la sigma 2, va être horizontal. Voilà donc le champ de contrainte et le champ de déformation pour cette fente. Bien ces fentes, les fentes de tension. Ce qu'il faut savoir toujours, c'est que, si vous voulez, tout le corps de la fente, l'allongement de la fente, ou bien le corps de la fente, l'allongement est toujours parallèle à la direction de sigma 1. Mais une fois on détermine sigma 1, c'est-à-dire le raccourcissement, si vous voulez, l'axe de raccourcissement Z, l'axe d'étirement va être parallèle, et donc c'est parallèle à la direction également de sigma 3, la contrainte minimale. Voilà donc comment on peut déterminer, si vous voulez, le champ de contrainte et le champ de déformation pour les fentes de tension. Sur cette photo, vous avez des fentes en échelon, mais ici, ce qu'on peut remarquer, vous avez au moins deux générations de fentes. Vous avez ces fentes de grande taille en échelon. Vous voyez, c'est sigmoïdal, parallèle, plus ou moins sigmoïdal et parallèle, donc c'est une fente en échelon. Première génération. Vous avez une deuxième génération, c'est ces fentes-là. Ces petites fentes en échelon. Donc ici, vous avez au moins deux générations de fentes en échelon qui montrent que les champs de contrainte ne sont pas les mêmes pour les grandes fentes et les petites fentes. Voilà donc un exemple de fentes en échelon qui ont joué en deux temps différents. Pour les grandes fentes, donc on peut mettre le sens du déplacement comme ça, avec ces flèches jaunes. Déplacement comme ça de ce compartiment s'est déplacé dans l'autre sens.